Allez, on repart les amis, on repart avec un animal hybride étrange, mais pour lequel j'ai énormément d'affection et que vous allez voir assez régulièrement. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane Van Nuffel. Alors Stéphane Van Nuffel, il est d'abord, son métier c'est d'être gestionnaire d'actifs, c'est d'être, conseiller en gestion de patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoine. Moi je suis intermédiaire. Intermédiaire, voilà. Je ne gère pas l'argent des gens, je les conseille pour le placer chez des gens qui le font très bien. Et puis il est aussi fondu de libéralisme. Hein. Dire ça comme ça. Comment il s'appelle ton blog, Stéphane ? Je suis libéral.fr. Je suis libéral.fr. Ouais. Alors, on va faire les deux là, on a un peu de temps, mais démarrons quand même avec la gestion de patrimoine, le conseil en ce moment à l'ensemble de tes clients. Comment est-ce qu'ils ont pris les choses? Comment est-ce qu'ils ont vécu le crack, la remontée, alors moins spectaculaire à Paris qu'aux États-Unis? Ils sont dans quelle perspective aujourd'hui Je vais te donner une réponse sur trois secteurs. D'abord, le secteur qui saute aux yeux, c'est le secteur financier, parce qu'évidemment, les gens regardent souvent les grands indices. Je résume le CAC 40. Les gens pensent que finance égale indice. Dow Jones aux États-Unis, DAX à Francfort en Allemagne. Et ça donne le là oui. de l'ensemble des investissements. Oui et non. Parce que finalement, à partir du moment où on fait bien son travail, en tout cas nous on essaie de le faire chez notre investissement, on diversifie et que finalement, c'est pas en regardant l'état du CAC 40 qu'on va penser à son contrat assurance vie, a fortiori quand on est monsieur, madame, tout le monde. Sauf que ton client, lui, il y pense. Lui il est inquiet. Lui, il se fait peur. Premier point. Vendez tout, Stéphane, vendez tout. Premier point, on a eu des réactions très intéressantes. On a eu les gens qui ont eu peur, évidemment, mais on a eu une vague d'opportunistes beaucoup plus importante qu'on l'avait connu il y a 10 ans, parce que j'étais déjà là il y a 10 ans. Et les gens étaient beaucoup plus... Alors, ils n'utilisent pas le mot opportuniste, que ça fait un peu sale en finance. Ce sont des gens pragmatiques, ils se présentent comme des gens pragmatiques, et en particulier sur les indices, puisqu'il leur a été beaucoup vendu par la presse, tout ce qui est tracker, tout ce qui est ETF, c'est-à-dire de se brancher sur des indices au travers d'outils. Et on a fait beaucoup de produits structurés qui sont des produits normalement de niche, et beaucoup de clients, j'ai envie de dire monsieur, madame Chombier, classiques, profanes, nous ont demandé ce genre de produits à moyen long terme, qui sont indexés et qui sont très bons quand tout s'est cassé la figure. Parce que évidemment... Dis donc, mais Stéphane, c'est super intéressant ça, parce que personne n'aurait imaginé ça en France il y a seulement 6 mois. Évidemment. Alors... Oui et non. Stéphane, on se connaît depuis assez longtemps et je sais combien tu as participé quelque part à la mise en avant de Net Investissement, qui était un outil qui arrivait pour dépoussiérer la mentalité des gens en gestion financière. Mais c'est important. Parce que nos clients à nous... C'est quoi, actionnaire individuel aujourd'hui? Alors il faut toujours enlever le Crédit Agricole, les 900 000 actionnaires individuels du Crédit Agricole, parce qu'ils le sont contre leur gré d'une certaine manière. Enfin, ils le sont sans vraiment le savoir. Et donc on se retrouve avec 1,5 million, je crois, d'investisseurs individuels. Donc quelques dizaines de milliers de personnes qui sont venues en plus tâter le marché au moment où effectivement... Nous, on les connaissait déjà. Parce qu'en fait, nos clients étaient des clients Internet. C'est là où je voulais en venir. C'est que nos clients étaient des clients Internet qui, s'ils venaient déjà sur Internet pour trouver des placements, alors qu'il y avait déjà les réseaux bancaires, les assurances, etc., tout ce que tu viens de lister, c'est que c'était déjà des gens qui avaient... on va dire passer le cap du 2.0 vers 3.0, et on est ici chez Bismart, on est un peu pour ça. Je ne vais pas dire qu'ils sont plus intelligents, c'est des gens qui étaient déçus de tout ce qui existait déjà. Donc ils se sont dit, et là c'est le Schumpeterien qui parle, tiens, si j'innovais dans ma façon de consommer, c'est-à-dire je ne vais pas changer la finance, je vais aller voir ce qui se passe derrière. C'est pour ça que beaucoup se sont présentés non pas comme opportunistes qui se serrent sur une bête malade, mais pragmatiques. Parce que ce qui nous a été demandé, c'est le deuxième point, c'est qu'au-delà d'essayer de profiter de la baisse pour profiter de la hausse derrière, c'était surtout d'orienter son épargne intelligemment. Voilà, c'est-à-dire de faire de l'investissement. Oui, je veux bien gagner de l'argent, alors tout ce soit à casser la figure, mais je ne vais pas faire que de l'intelligence artificielle. Non, mais attends, parce que là, il y a un truc qui est... Non, mais attends, on est là pour pas avoir peur de son ombre. C'est pas la question de se servir sur une bête malade. C'est la question que les gars qui ont eu le courage de rattraper le couteau qui était en train de tomber, ils ont quand même stabilisé la maladie. Sans eux, on serait peut-être descendu encore plus bas. Donc non, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas à s'excuser d'avoir à un moment dit, bon Dieu, c'est très très bas, j'achète. Non, acheter au fond du canon. Je me fais souvent gronder par les économistes purs et durs, parce que j'explique et j'essaie d'expliquer aux Français avec pédagogie que pour moi, ou en tout cas intellectuellement, l'épargne et l'investissement, ce ne sont pas la même chose. Les économistes diront que si, il faut faire de l'épargne pour ensuite investir. Oui, sauf que moi, dans ma tête, il y a une timeline, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où bien sûr qu'on épargne pour avoir du cash, mais il y a un moment donné, il faut investir. Et l'épargnant, dans mon esprit à moi, il reste sur le livret A et le fonds euro, mon cher Stéphane. Ceux qui m'ont intéressé, et ceux dont on parle là, c'est ceux qui n'ont pas investi, contrairement à d'habitude, à 5008 sur le CAC 40. C'est ça, exactement. Ils ont investi quand ça s'était cassé la figure. Et pas
quand c'est complètement au fond du seau où ça pourrait encore perdre 1000 points. Parce que là, on a vu des investisseurs arriver, il y avait encore possibilité de prendre moins 20 dans les dents ou plus 20. Voilà, mais personnellement, j'ai eu le malheur de penser que 5100 points était un bon point d'entrée. Voilà, on n'y est pas encore. Hein. Non, mais c'est pas grave, dans l'absolu. Oui, non, mais voilà. Ce qui est important, c'est de prendre des positions. Ouais. Voilà, l'important, c'est de bouger. Ce qu'on a vu, c'est ça. C'est qu'on a des gens pragmatiques qui sont revenus. Ensuite, on a des gens qui ont profité finalement pour sortir des sentiers battus. Voilà. Prendre des positions, je vais me permettre juste parce que l'horizon de temps est aussi important quand même. Toujours. Voilà. De toute façon, la base du conseil en gestion de patrimoine, c'est le temps. Et Stéphane, je fais juste un point là-dessus. L'immobilier. Hyper intéressant, parce que mon associé et moi, on s'est dit, oula, ce confinement, alors on passe les 5 premiers jours, on s'est dit, on va tous mourir. Après, derrière, on a structuré, on a réorganisé notre système, nos équipes, etc., etc. Ce dont on était sûr et certain, parce que ça fait quand même 15 ans qu'on fait ce métier un petit peu plus, c'est que l'immobilier, il n'y aurait plus personne pendant 2 mois. Mais que le français restera toujours le français. Et il revient. Et là, on sait que depuis 4-5 semaines, et tous les grands réseaux immobiliers le disent, ils reviennent sur l'immobilier. Ah, mais c'est même. Et c'est incroyable. Ça, en revanche, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Les concessions automobiles et les agences immobilières. Tangible et palpable. Exactement. Voilà. Et les primeurs de vin rouge bordelais, j'en profite, parce qu'évidemment, ça ne change pas. Il y a eu des soldes de dingue là-dessus. Évidemment. Mais on n'est pas là pour en parler. Les étrangers n'étaient plus là, donc forcément, il fallait qu'il y avait des bonnes affaires à faire sur les vins qui d'habitude parlent en Chine ou en Russie. Exactement. Enfin, ça, c'était une aparté. Mais quand même. Voilà. C'est un investissement comme un autre. Même si je suis plus Bourgogne quand même. Hein, mais pardon. Tu sais très bien que le Bourgogne, c'est un Bordeaux de Bourgogne. En fait, le vin de Bourgogne est un vin de Bordeaux de Bourgogne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien. Il n'y a pas d'autre endroit dans le vin, dans le Bordeaux. Ah oui, voilà, c'est ça. On peut y passer 2 heures. Ouais, c'est ça. Mais on en était où là? On était sur l'immobilier. Donc, immobilier, finalement, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, il y avait des scénarios qui circulaient pendant le confinement qui étaient de dire, et qui me semblaient, moi, logiques. Il va y avoir baisse des prix. Pourquoi? Parce que ceux qui vont vendre en sortie de confinement vont être les gars qui vont être étranglés, obligés de vendre. Ouais. Donc, obligés de vendre, ils vont vendre à tout prix, et donc, il va forcément y avoir une baisse du marché. Ouais. Que nenni en fait. Il ne s'est rien passé. Et malgré le fait que l'État avait commencé à resserrer le crédit en mettant la pression sur les banques avant le confinement. En plus. Il y avait toutes ces inquiétudes. Après, il y a un truc de base. Hein. Si vous réduisez l'offre, forcément, le prix va augmenter. Et même si la demande réduit, la question c'est est-ce que l'offre va se réduire plus vite que la demande? Et là, on l'a vu. Les Français, ils sont ce qu'ils sont, ils n'ont pas bougé. Les gens ne bougent plus. Ouais. Voilà, sur l'emploi, ils ont arrêté de bouger, etc., etc. Donc les mecs n'ont pas forcément perdu leur emploi, mais tout leur projet de changement de vie. Et tout le monde n'a pas eu le courage de le faire à ce moment précis, et je peux le comprendre. L'immobilier, c'est pareil. Celui qui avait un projet de vendre achète. Non, mais je te dis. Non, mais c'est pour faire un clin d'œil. On était tanké, on était obligé d'y aller. C'était parti, c'était trop tard. C'était sur le plongeoir. Le bateau est parti. Trop tard. Non, mais c'est intéressant à observer parce que on s'est dit avec Karl, vu la réaction sur mars-avril des Français par rapport aux financiers, et donc à l'injection d'actifs, comment ils vont réagir sur la pierre papier, donc l'immobilier de bureau au travers de SCPI, de choses comme ça, ou sur l'immobilier direct. Et en fait, c'était juste le temps qu'ils ressortent de chez eux, et qu'ils puissent recommencer à aller taper contre le mur et voir que c'est bien tangible et palpable, et l'immobilier est toujours là. Combien de temps ça va durer? On va voir le ruissellement. Pour l'éternité, c'est ça le problème, si tu veux. Alors là, c'est tant que l'État va être là pour signer les chèques en blanc, de toute façon. Non, mais sur l'immobilier, malheureusement, il va falloir qu'il se réinvente. La demande est telle. Il va falloir qu'il se réinvente, Stéphane, quand même, parce que là, l'utilisation des bureaux en particulier, il y a des moi, j'adore ça, parce que moi, je suis très dans l'innovation. Donc, j'adore voir ce qui se prépare, y compris chez les vieilles majors de SCPI qui sont habitués à faire des tours à la Défense. Hein. Dis donc, oui, parce que ça, c'était le produit d'investissement. Il y a 5 ans, on nous vendait ça comme. C'est toujours. C'est toujours. Je parle de l'immobilier de bureau. Hein. Ouais, les collectes au travers des CPI. Alors les foncières ont attention. Ça va, il y a 2 choses. Un petit coup quand même là. Il y a une légende qui court en ce moment dans les médias. Les foncières, donc les actions cotées de grands détenteurs d'immobilier, Unibail, Robinco pour pas le citer, qui est dans le CAC 40. Jessina qui est venu nous voir là, immobilier qui ont pris de bureau, une volée suprême. Alors Unibail, d'habitude, ce qui n'est pas le cas. Suprême, Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Ce sont des actions plutôt de repli. C'est-à-dire quand le CAC 40 prend moins 10, elles prennent que moins 7. Bon là, elles ont pris très cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, les investisseurs qui avaient peur de perdre beaucoup sur des nouvelles industries ou des industries de services, ont retiré leur argent de là où elles en avaient gagné depuis 20 ou 30 ans, donc les foncières. Bon, ça c'est une chose où c'est coté. Donc il y a tout l'aspect psychologique des marchés dont on peut parler aussi des heures. Les SCPI, qui sont finalement des énormes SCI dans lesquels on investit, dans lesquels mes clients investissent pour 8 ou 10 ans minimum. Bon. Ils vont avoir le temps de se réinventer parce qu'aujourd'hui il y a des énormes mouvements et c'est pas dû au confinement.
On se tourne vers de l'immobilier dans toute l'Europe, plus en France seulement, sur l'immobilier de service, sur les crèches, les murs de crèches, les murs d'EHPAD dont on a beaucoup parlé. Il y a déjà une innovation. Et les tours à la Défense qui se construisent aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des bureaux. Évidemment, on va les réfléchir, mais elles sont équipées pour être modulables en coworking, récupérateur de puits, récupérateur d'eau, etc. Enfin, s'il y a moitié moins de monde dedans, il va quand même y avoir... Pourquoi il y aurait moitié moins de monde dedans? Elles sont plus adaptées. Travail, tout ça, machin. Ouais. Des travails, moi je suis pas non, mais enfin, surconvaincu. On va pas spéculer là-dessus. Alors, et donc, parce que le temps tourne très vite. Oui. Moi, j'ai envie de voir comment est-ce que toi tu vois l'argent gratuit de la Banque Centrale Européenne. Endettons-nous encore et encore. Donc là, on fait grand cas d'un sommet européen qui a échoué, tout ça, machin. Enfin, les amis, c'est pas très grave. La planche à billets continue à tourner et on peut continuer à s'endetter. Enfin, on verra jeudi prochain. On verra jeudi comment la dette française va être traitée. Mais pas de raison qu'elle subisse un choc. Oui, voilà, ça va passer. Il y a des chances que ça passe tout seul. Et comment est-ce que le libéral forcené, là, il voit ça là? Alors, forcené, non, justement. Stéphane, c'est ça qui est intéressant et c'est cette question-là que j'attendais. C'est ça qui est intéressant. Moi, en fait, j'ai envie de dire que je suis un néolibéral, mais le mot est déjà utilisé. Il est tellement galvaudé par les Texans à grand chapeau qu'il ne faut surtout pas l'utiliser parce que ce n'est pas dans ce sens-là que je veux aller. Les économistes libéraux que j'aime bien, donc Schumpeter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment l'innovation à fond et le rôle de l'entrepreneur dans l'économie. Donc là, je sais que ça te parle aussi énormément et j'invite les gens à s'intéresser, évidemment, avec l'œil du recul. Première moitié du XXe siècle, le mec n'avait pas la moitié de ce qui s'est passé dans la deuxième moitié, qui aurait changé sa vision sur plein de choses. Mais son discours est hyper intéressant. L'autre, c'est Frédéric Bastiat, qu'on connaît peut-être un peu mieux, qui est français. Oui, mais ça va nous éloigner de la Banque Centrale Européenne, parce que... Je vais t'expliquer pourquoi. La Banque Centrale Européenne, moi, ça ne me pose pas de problème en tant que libéral qu'elle donne de l'argent. L'État, il doit avoir un rôle d'État quand c'est le moment. L'État américain, quand General Motors se casse la figure en 2008-2009, ils prennent du capital de General Motors. L'État américain joue un rôle d'acteur économique. Donc le libéral pur va faire « Oh non, normalement, c'est la sécurité et la santé ». Non, pourquoi? Si l'État doit à un moment donné injecter, il peut injecter pour sauver de l'emploi, donc de la productivité, de la santé, etc. Bon. Sauf qu'il ne doit être qu'un acteur économique de transfert. Voilà, le problème de la Banque centrale, c'est si elle finance un pont sur une route qui n'existe pas à la japonaise, ça n'aura aucun sens. Non, mais ça change tout. À partir du moment où l'Europe, et c'est tout ce que défend aujourd'hui un certain nombre de responsables de l'Europe... Elle finance rien, la Banque Centrale Européenne. Elle achète. Elle achète la dette. Elle prête. Voilà, c'est ça. Elle prête. Mais elle est totalement aveugle sur l'utilisation. Et d'ailleurs, c'est le problème, parce qu'une grande partie se retrouve à Wall Street dans les indices boursiers et dans l'immobilier. C'est toute la question de ce qu'on va voir là. Et Dieu sait que je ne suis pas super camarade, mais là, le maire a tapé du poing, le maire a tapé du poing sur la table en disant on a couvert les entreprises sur le chômage partiel, on a demandé aux banques de faire le PGE avec une garantie de l'État, donc c'est pas une garantie de BPI, c'est une garantie de l'État. On va venir surveiller maintenant ce qui se passe. C'est-à-dire que les entreprises qu'on demande. Tu trouves ça normal, toi? Non mais attends, ils assument juste la décision qu'ils ont prise de fermer, d'abord de fermer administrativement l'économie. Non, ça d'accord. Ils ferment l'économie, donc ok, ils fournissent le rideau de fer, on va le dire ça comme ça, mais au moment où le rideau se lève, enfin on laisse bosser les gars quand même. Bon, t'as 2 heures, parce que là philosophiquement on peut en parler, parce que je dis pas que je suis d'accord avec le fait qu'on ait mis tout le monde chez soi et que... J'en sais rien, non, c'est pas le sujet. Le sujet c'est ils assument cette responsabilité-là. D'accord, mais à partir du moment où je prête 1 euro à qui que ce soit au travers d'une caution, que ce soit au travers de l'argent, le rôle de n'importe quel acteur économique, que ce soit la banque ou que ce soit l'État, c'est d'aller voir ce qui se passe. Et si tu veux éviter, je te donne ma réponse pourtant de libéral, peut-être nouvelle génération, ça va choquer les puristes. Je ne suis pas contre que l'Europe dise enfin quelque chose. On se met tous ensemble pour cautionner que l'argent continue à ruisseler. Parce qu'une crise économique ne vient que s'il y a plus d'acteurs économiques qui consomment et s'il n'y a plus d'argent pour les aider à consommer. Là, ils ont sauvé l'acteur économique, chômage partiel, etc., parce que ils ont cautionné le ruissellement de l'argent. La question, c'est, il faut surveiller, et là, excuse-moi, les Hollandais, les Allemands ont quand même le droit de dire, les gars, c'est quand même nous qui avons les meilleures notes, attention à ce qu'on va faire avec cet argent. Parce que si cet argent aide réellement... Attends, Stéphane, faut faire... Tu parlais de l'État américain, donc General Motors, effectivement, l'État américain ensuite est sorti avec une plus-value considérable de General Motors. Super. Après avoir fermé la moitié des usines de General Motors aux États-Unis. Ouais. Bon. Là, si effectivement on est sur une transformation des prêts garantis d'État en ce qu'on appelle fonds propres ou quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'en gros, l'État va rentrer au capital de 550 000 boîtes en France. Indirectement. Indirectement, enfin ouais. Mais ça va être l'enfer. Pourquoi? Mais parce que tu n'auras plus le droit de supprimer un seul emploi nulle part. Alors, ça va être ça le problème. Ne te méprends pas sur ce que je dis. Je ne demande pas à ce que ça devienne le kolkhoz. C'est pas moi qui vais te demander de l'interventionnisme soviétique. Non.
Juste que ce soit cohérent. Tu me poses la question de dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la fête complète parce qu'ils ont signé un chèque en blanc en disant, on cautionne tout ce qui passe. Je dis, c'est une bonne chose. Alors que n'importe quel libéral de pur jus va te dire, c'est une horreur, je suis pas pas faire sûr. ça. Non, il dit... Okay. Enfin, bon, Pour moi, c'est du capital. C'est de l'injection de capital. Bon, maintenant... Je dis, l'État français doit se comporter en acteur économique, pas en patron de la boîte à qui il a cautionné l'argent qu'il lui prête. Parce qu'un prêteur, ton banquier, une fois qu'il t'a prêté pour acheter la maison, il ne va pas venir te dire comment c'est décoré. C'est toute l'erreur, et là, merci de le dire, c'est toute l'erreur de la Caisse des dépôts ou toute l'erreur de la BPI qu'ils ont fait pendant des années. L'État français actionnaire veut un siège au conseil d'administration, admettons, mais surtout... Il veut un droit de vote pour donner ses directives. Exactement. Le mec n'a jamais mis les pieds dans une boîte et il va venir expliquer, y compris parfois au fondateur de la boîte initiale, comment il doit gérer sa boîte. C'est ça l'erreur que le libéral que je suis va te dire, c'est pas ça qu'il faut faire. Surtout ne jamais faire ça. En revanche, je pense qu'une boîte qui a eu un gros PGE avec une garantie de l'État à 0, qui est transformable en prêt sur 5 ans en conditions de marché derrière, toujours avec la garantie de l'État, ce serait malvenu qui vire et qui file les dividendes la même année. Voilà ce que je veux dire, et c'est le libéral qui le dit. Le moindre économiste libéral qui te dit ça, il a tort. Non, Stéphane, parce qu'en fait, l'erreur, et je suis un financier. Tu peux voter France Insoumise. Non, c'est pas vrai, Stéphane. Semaines, Stéphane, quand une entreprise libérale que je suis, voltairien, non mais lis le libéral. Ce que c'est que le libéral, c'est pas l'ultra financiariste américain. C'est l'individu. Le mec va aller. L'action individuelle. C'est l'individu et la responsabilité. Non, ça d'accord. Wow. Donc il va filer des dividendes s'il sent qu'il a des actionnaires Stéphane, qui en ont besoin pour une raison ou pour une autre, pour assurer la stabilité de son capital. Je te pose une question maintenant, chef d'entreprise. Stéphane Sommier, entrepreneur, est-ce qu'il est logique d'emprunter de l'argent à la banque pour payer ses dividendes? Non, mathématiquement non. Mais bien sûr que oui. Si le taux est moins, besoin. Oui, mais j'ai pas de problème. Génère de la richesse pour verser tes dividendes. Mais enfin, c'est mon colloque singulier avec mes actionnaires, l'État eux-mêmes dans lequel ils sont, qui seul doit juger du fait de savoir si oui ou non je verse des dividendes. Pas une discussion. Stéphane, c'est pas ce que je dis. Stéphane, est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui, alors que tu as fait 100 de dividendes, donc tu peux distribuer 100 de dividendes, tu les as en trésorerie? Non. Les grandes entreprises et même les entreprises moyennes empruntaient 50 pour pas toucher la trésorerie et pour verser les dividendes parce que le taux était moins cher que le taux de rendement de leurs propres actions sur fonds propres. Stéphane, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entrepreneuriat que nous sommes. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas un jugement sur est-ce qu'ils distribuent aux dividendes. Dans les deux cas, ils auraient le droit de distribuer aux actionnaires et je suis le premier actionnaire de mon entreprise. Donc évidemment, je mérite. J'avais rien en démarrant. Donc évidemment, le mérite. C'est pas ça que je dis. Je dis, il y a un moment donné, le système se grippe et il sort et on met dans le même panier le libéralisme et la responsabilité. À partir du moment où on fait ça, Stéphane, qu'on emprunte pour verser du cash, pour conclure, on n'a plus de quoi faire un nouveau média et on fait plus d'investissement. Et le problème en France, Stéphane, le problème en France, il est là. C'est on emprunte parce qu'on a peur que le sol se dérobe sous nos pieds. Et donc, quand on réalise que le sol s'est pas dérobé sous nos pieds, on est maître de ce qu'on a emprunté tant qu'on le rembourse. Bien sûr que si. Enfin, on le rembourse ou pas s'ils veulent le changer en quasi-fonds propres. Tu posais une question sur la Banque centrale et sur les flux financiers et cette dette éternelle. Elle est là, la dette éternelle. Les chefs d'entreprise, Stéphane, les chefs d'entreprise aujourd'hui qu'on nous met en avant. On ne peut pas comparer un État à une entreprise. Justement, c'est ce que je te dis. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, des grandes entreprises, celles qui pour moi font mal au libéralisme et au capitalisme moderne tel qu'il doit être réinventé a fortiori au lendemain de ce qui vient de se passer, sont des gens qui sont des gestionnaires d'entreprise. Ni comme toi, ni comme moi, ils n'ont pas créé une entreprise from scratch. Sinon, il ne le ferait pas. Encore un point sur lequel on n'est pas d'accord, mais on en reparlera la prochaine fois que tu viendras. Voilà. C'est pas nouveau. On fera le truc manager. Les amis, start-up de vieux pour terminer.